Bonjour Grégoire. On est bon? Ok. Bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à tous. Bienvenue à cette session vers Tecton et au-delà, où comment chez Airbus Hélicoptère nous déployons à l'échelle des pipelines basés sur la technologie Tecton, sur la plateforme digitale elle-même, tournant sur la solution donc Red Hat OpenShift. La bonne nouvelle, c'est que ce matin, on a vu 2 sessions qui parlaient d'OpenShift, donc déjà, normalement, vous connaissez un peu. Et la deuxième nouvelle, c'est que vous avez aussi une deuxième présentation sur l'observabilité, dont on parlera un tout petit peu aussi dans notre présentation. Je vais commencer par me présenter. Donc pour les 45 prochaines minutes, je m'appelle Buzz, pour être clair, alias Alexandre Barbier. Je suis product owner de la plateforme de containerisation basée sur OpenShift chez Airbus Hélicoptère, sur laquelle on va donc focuser aujourd'hui, et plus particulièrement sur la partie pipeline. J'ai un passif de développeur. J'ai fait plus de 15 ans après de sociétés de services diverses et variées, en travaillant sur différentes socles et différentes technologies dans le cadre de ma carrière, pour rejoindre finalement donc Airbus Hélicoptère en 2012, il y a maintenant à peu près plus de 10 ans,
dans laquelle j'ai évolué au travers de différents postes pour arriver donc sur le poste de Product Owner de la partie conteneur. J'ai l'immense plaisir de partager donc cette session de présentation avec mon éminent collègue Damien, que je laisse se présenter. Merci Alexandre. Donc, bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Damien Gérard, donc je suis Cloud et Digital Platform Manager chez Airbus Hélicoptère, que j'ai rejoint en 2018, voilà, ça fait déjà 5 ans. Et j'ai travaillé avant notamment dans le monde bancaire, hein, donc j'ai fait pas mal de choses dans les équipes d'infrastructure. Et voilà, je suis là aujourd'hui. Et je te propose de découvrir l'agenda, Alexandre. Ça te va ? Passons rapidement sur l'agenda. Je vous rassure, hein, il paraît très long, mais en fait, on va aller très très vite sur la première partie. Globalement, donc, on va vous présenter très très rapidement donc, Airbus Hélicoptère pour ceux qui ne connaissent pas, au travers de quelques chiffres. Et ensuite, on se focusera donc un petit peu sur la plateforme digitale. Comment elle est née et quels sont les objectifs qui ont été fixés d'un point de vue fonctionnel et technique pour arriver à imaginer quelle est la solution que l'on a en place aujourd'hui, pour ensuite rentrer dans le détail du zoom et faire un zoom donc, sur le pipeline CI/CD, enfin les pipelines CI/CD, parce qu'il y en a plusieurs. Donc là, on va vous présenter la partie générique de ce qu'est notre pipeline CI/CD qui est déployé donc, sur cette plateforme. On parlera de Tekton ensuite. Et là, je passerai la main complètement à Damien d'un point de vue technique. Il vous expliquera ce qu'est Tekton. Pourquoi Tekton, pourquoi on a choisi Tekton, pourquoi on migre vers Tekton et quel est l'avantage de Tekton. On passera ensuite en mode démo. Alors attention, le mode démo, on ne va pas vous faire une démo live. Vous avez fait un petit truc super sympa avec Alex, on s'est préparé ça. Alors effectivement, pas en live. On a essayé, de faire un truc sympa sous la forme d'une vidéo. On ne va pas vous faire une démo live pour la simple et bonne raison qu'on n'était pas sûr du niveau de connectivité qu'on pouvait avoir ici. Donc on a préféré faire une démo. Il faut juste nous croire sur parole que ça fonctionne comme dans la vidéo. La vraie vie, ouais, c'est ça. Ouais, tout à fait. Et on conclura là-dessus. Donc Airbus Hélicoptère. Avant de rentrer dans le détail d'Airbus Hélicoptère et des quelques chiffres, je vais juste resituer Airbus Hélicoptère au sein du groupe Airbus en fait, pour que ce soit clair pour tout le monde. Donc il y a le groupe Airbus. Dans le groupe Airbus, il y a principalement donc, trois divisions. Donc Airbus Avion, qui est basé principalement à Toulouse, qui est le premier avionneur mondial. Il y a ensuite Airbus Defence and Space, donc fournisseur en fait de services militaires et spatial. Et il y a bien sûr Airbus Hélicoptère. Airbus Hélicoptère, c'est quoi ? C'est pour 2022, et on va juste citer 3 chiffres principaux sur 2022. C'est une livraison de 344 nouveaux appareils, donc 344 nouveaux hélicos, sur une flotte totale d'un peu plus de 12 000 donc, hélicoptères en service dans 153 pays, avec un chiffre d'affaires l'année dernière, en 2022, d'un peu plus de 7 milliards d'euros. On peut aussi rajouter, Alexandre, hein, qu'on est le premier électrolytis modal. Ouais, c'est dur à dire. Hein. Ah oui, je sais. C'était un piège. Ah oui, j'ai compris. Je te l'ai laissé. Ça va, parfait. Tu en es sorti. C'est nickel. Maintenant, passons dans le vif du sujet. Les objectifs fonctionnels et business de cette plateforme et pourquoi on a voulu mettre en place cette plateforme. Il y a 4 axes principaux en termes d'objectifs. Le premier axe était de répondre à un besoin d'agilité. Agilité dans le sens où il y a eu, il y a quelques années en arrière déjà, maintenant, la volonté au sein du groupe d'Airbus, Airbus Group, hein, mais aussi décliné au niveau d'Airbus Hélicoptère, de se lancer dans le déploiement du framework Agile Safe. Pour ça, il fallait donc pouvoir rentrer et fournir en fait une solution, un produit amenant ce niveau d'agilité qui était drivé par cette approche safe qui était déployée au niveau de l'entreprise. Le deuxième axe était un axe de réduction de coûts. De réduction de coûts en développement des applicatifs qu'on avait en notre charge globalement au niveau d'Airbus Hélicoptère, mais aussi réduction de coûts en termes de temps de déploiement des applications. Qui dit gain de temps dit gain budgétaire associé. Le troisième axe était d'essayer de réduire des problématiques d'intégration des applications qui pouvaient être développées souvent, à une époque, chez nos prestataires, chez nos partenaires, et qui, d'un seul coup, arrivaient en disant « il faudrait que ce soit déployé sur notre système d'information. Ouais, mais ça marche pas tout à fait bien, parce que tu n'as pas tout à fait suivi nos standards, et on a des problématiques d'intégration. » Donc il fallait imaginer aussi une plateforme qui permettait de leur donner la capacité d'assez vite tester ce qu'ils réalisaient et s'assurer que ça fonctionne dans notre système d'information au travers de cette solution et de cette plateforme qu'on va vous présenter. Et le quatrième point était de s'assurer aussi qu'on soit en capacité de scaler, de partir à l'échelle, de s'assurer que la plateforme qu'on allait monter, qu'on allait mettre en place,
puisse être en capacité de hoster pas une, deux, trois applications, mais plusieurs centaines d'applications, sans mettre en difficulté le niveau de disponibilité associé de la plateforme en tant que telle et de ses applications qui sont hostées dessus, mais aussi en termes de performance. Et rendre accessible l'ensemble des services qu'on leur fournit pour pouvoir déployer et builder leur application 24 heures sur 24. Parce qu'on sait bien que les développeurs ne dorment jamais. Ouais, Jamais. Les développeurs ne dorment jamais, c'est clair. Donc il fallait s'assurer qu'ils puissent travailler à tout moment. Ça, c'est pour les objectifs fonctionnels. Je passe la main, Damien, pour les objectifs techniques. Merci Alexandre. Donc effectivement sur l'aspect technique, donc c'était assez simple. Il fallait que déjà ça réponde en premier lieu à tes objectifs fonctionnels. Ça me paraît évident, mais c'est bien de le rappeler. Et il fallait également que ça réponde aux contraintes techniques. Donc il y avait des contraintes chez Airbus Hélicoptère, donc il fallait que la plateforme technique elle réponde à ces contraintes. Donc on avait besoin d'un environnement de développement standardisé et des pipelines qui étaient managés. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il faut qu'on puisse maintenir tout ça avec une équipe assez réduite, que ça soit facile à maintenir. On n'est pas énormément nombreux, Alexandre, chez Airbus pour opérer cette plateforme, donc on avait besoin effectivement d'avoir quelque chose d'assez simple à maintenir. Et aussi avec un deuxième objectif qui était de réduire la dette logicielle. C'est pour ça qu'on avait besoin de la standardisation. Tout à fait. Alors quand on dit petite équipe, on dit qu'on est 4 en fait. Voilà, c'est ça. Et on a également un petit peu d'opérating côté Capgemini. S'ils sont dans la salle, on les salue. Et on les remercie. Également. On avait aussi un deuxième axe qui était le déploiement. Donc on voulait vraiment avoir un déploiement et une exécution complètement automatisée de bout en bout. Donc en partant des environnements de développement jusqu'à la production de nos applications. Donc on avait vraiment fait un accent sur l'automatisation. Tout ça, effectivement, pour la maintenabilité, on en a déjà parlé. On avait aussi les problématiques que tout le monde connaît au niveau de l'humain. Donc on voulait vraiment réduire ce problème qu'on peut avoir, que tout le monde connaît, d'avoir le facteur humain. Donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait réduire avec l'automatisation. Et le dernier axe, c'était la qualité. On voulait améliorer la qualité. C'était aussi quelque chose qu'on avait dans le viseur. Une chose importante aussi qu'on n'a pas forcément évoquée, mais c'est l'évangélisation. On voulait promouvoir un petit peu cette culture DevSecOps, qui n'était pas forcément présente chez Airbus. Donc ça, c'était quelque chose aussi qu'on voulait mettre en place par rapport à cette plateforme. Et enfin, on voulait que tout ça, ça respecte tout ce qui est nos standards en termes de qualité, de sécurité. Donc la sécurité chez Airbus Hélicoptère, c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de notre essence. Vraiment, à tout le niveau de l'entreprise, la sécurité, c'est primordial. Donc ça, c'était quelque chose qui était vraiment important pour nous. Et puis enfin, effectivement, ça doit répondre aussi à des standards techniques, évidemment. Donc ça, c'était quelque chose à mettre en place. Je te laisse poursuivre pour l'historique, la genèse de la plateforme, c'est ça. Donc c'était quoi c'était Georges Pompidou était président, c'est ça, Alexandre ? Non, du tout. Je suis pas aussi vieux que ça non plus, même si on peut le croire. Donc en fait, la genèse de la plateforme a été vraiment lancée en 2018. 2018, au travers d'une initiative qui a été initiée par le Digital Transformation Office à l'époque, par une personne qui est dans la salle qui se reconnaîtra, entre autres choses. Et on a lancé cette plateforme en ayant en tête d'abord d'essayer donc de répondre et de fournir une solution technique, encore une fois, supportant la stack Mine. Mine, donc pour Mongo, Express, Angular, Node, pour ceux qui ne connaissent pas. Ça, c'est en 2018. Petit à petit, on a onboardé donc un certain nombre d'applications pour arriver à peu près à une quarantaine d'applications à fin 2021 environ. Et en fin 2021, s'est posé la question de l'obsolescence de la plateforme OpenShift qui était déployée en 2018. Donc, fin 2021, on était sur la plateforme OpenShift 3.11 et il fallait absolument migrer et faire le plan de migration de cette plateforme 3.11 vers la 4. Et on a commencé à y réfléchir en 2021 et on a acté et on a commencé à faire et à appliquer, je dirais, le plan de déploiement qu'on avait prévu tout courant 2022 avec donc un gros investissement de l'équipe où on a commencé donc à migrer petit à petit donc l'ensemble des workloads de la plateforme 3.11 vers la 4. Ça nous a pris à peu près donc entre 6 et 8 mois pour faire la totalité de cette migration. 8 mois, ouais, effectivement. Incluant donc les services partagés dont je vais parler tout à l'heure, incluant bien sûr les applicatifs qui tournaient déjà à l'époque dessus, incluant les pipelines qui tournaient déjà sur la 3.11 en tant que telle, pour avoir quelque chose d'opérationnel à fin 2022 et pouvoir clôturer et fermer définitivement la page d'OpenShift 3.11.
Ça s'est passé grâce à l'investissement de l'équipe d'une part, mais aussi grâce au support de Red Hat et à la fourniture d'un outil qui permettait donc d'automatiser petit à petit la migration de ces workloads. Et on avait aussi mis en place une architecture qui permettait de faire un switch relativement tranquille, je dirais presque transparent, en fait, des applications en tant que telles pour nos end-users. Ça s'est passé sans quasiment aucune interruption de service, sauf pour certaines applications qui étaient un petit peu lourdes et qui demandaient un peu plus d'efforts. Et fin 2022, il a fallu qu'on commence à adapter en fait tous les scripts d'automatisation qu'on avait mis en place sur la 3.11 pour qu'ils puissent continuer à fonctionner sur la 4. Et qu'on puisse continuer à être en capacité d'onboarder de nouvelles applications de manière automatique, de manière rapide, de manière opérationnelle, comme on le faisait déjà sur la 3.11, sur la 4. Donc ça, c'est ce qu'on a entamé fin 2022. On est encore en train de le stabiliser à l'heure aujourd'hui, encore que c'est relativement stable pour ce qu'on a à délivrer. Et on a commencé début 2023, et on continue, et on n'est pas très loin d'avoir terminé et de commencer à déployer en masse ces nouveaux pipelines. La migration des pipelines dont on va parler maintenant, de Jenkins vers Tekton, et la technologie Tekton associée. Voilà pour la genèse de cette plateforme. Voilà où on en est aujourd'hui. Donc ce que je propose, c'est qu'on va maintenant zoomer un petit peu sur le pipeline CI/CD. Donc ce pipeline CI/CD, c'est une vue vraiment générique du pipeline. Il n'a rien d'extraordinaire, soyons clairs. Il est assez classique. Je pense que vous le retrouverez à peu près dans tout type d'environnement. Mais je vais juste reprendre un tout petit peu de hauteur par rapport à ce pipeline et expliquer quand même les types de services qu'on fournit sur la Digital Platform. La Digital Platform aujourd'hui fournit, en plus donc de cette partie pipeline, fournit un ensemble de services à destination des développeurs. Ces services, ce sont ceux qu'on utilise nous aussi dans notre pipeline, c'est un Git, dans notre cas c'est GitLab, c'est un Artifactory pour la gestion des artefacts, qui soient produits par nous au travers des pipelines ou qui soient à utiliser par les applicatifs à travers les repos officiels en tant que tels. C'est SonarCube qu'on utilise pour la partie analyse de qualité de code et un minimum de vérification, je dirais, de CVE qu'on pourrait retrouver dans le code, sachant qu'on a un autre outil qui est fourni par Airbus Group qu'on utilise aussi pour les scans de vulnérabilité au niveau du code, qui n'est pas encore intégré dans ce pipeline. Et Mattermost, dont on parlera tout à l'heure, qui est un Slack-like, qui est la version gratuite de Slack, et on expliquera un petit peu après à quoi il nous sert dans le cadre de notre pipeline. Donc le pipeline, je disais, il est basique, il est simple. On fournit, et notre objectif était de fournir en fait un accès unique à toute personne voulant interagir et développer une application sur cette plateforme digitale. Le point d'entrée, quasi unique, pour faire ça, c'est GitLab. Donc on fournit un accès à GitLab, il est accessible de partout, par n'importe qui, alors par n'importe qui, entendons-nous bien, par n'importe qui a un compte Airbus bien référencé, on sait qui c'est et qu'il a le droit d'y rentrer, c'est pas open bar non plus, et ils se connectent à GitLab et en tant que développeur, ils poussent leur code. À partir du moment où ils poussent leur code, de notre côté, le pipeline s'exécute de manière complètement automatique et transparente pour eux. On lance les tâches de scan de qualité de code, on lance la phase de build, on lance les tests et l'exécution des tests unitaires, on fait un certain nombre de checks de sécurité dans le pipeline associé, on build l'image associée, on la déploie, et on la déploie dans une zone de dev. Pour terminer l'exécution du pipeline, on injecte en fait à la volée des éléments de configuration spécifiques au run de cette application dans l'environnement de dev. Si tout se passe bien, et à partir du moment où le déploiement s'effectue, par défaut et automatiquement, il y a une URL d'accès permettant à n'importe quel utilisateur de pouvoir commencer à tester cette application. Ils peuvent l'utiliser tout de suite, ils peuvent la tester tout de suite. De deux choses une, si ça se passe mal, il y a des bugs, etc., ça repart vers l'équipe de dev fait les modifications, ça repousse, ça rebuild, ça redéploie, et reteste. Et ça se passe comme ça. C'est un cercle vertueux. Si ça se passe bien, ils se reconnectent sur GitLab, dans un espace particulier GitLab, et là ils cliquent sur un bouton, et ils disent OK, cette version qui tourne aujourd'hui en dev, je la valide, je la déploie en staging. Staging, pré-prod, val, un peu comme bon vous semble, mais c'est l'environnement intermédiaire avant la prod. Là aussi, on y injecte en fait dynamiquement des éléments de configuration propres à l'environnement de staging. Et on fait la même chose pour la prod. C'est-à-dire qu'en un clic, il déploie l'application qui tourne en staging parce qu'elle a été validée sur la prod. Et on y injecte des éléments de configuration spécifiques. Ces éléments de configuration spécifiques sont importants en fait. Et ils sont vraiment nécessaires pour la simple et bonne raison qu'en fait,
chez nous en tout cas, enfin, j'imagine que c'est à peu près partout pareil, les applicatifs qu'on déploie sur cette plateforme ne fonctionnent pas de manière complètement autonome. Ils ont besoin d'interagir avec des éléments de notre système d'information. Et il y a plein de choses avec lesquelles ils veulent pouvoir travailler. Il y a des bases de données, il y a des informations avec lesquelles ils veulent pouvoir échanger. Et ces éléments de configuration, une dev chez nous dialogue avec une dev, une staging avec une staging, une prod avec une prod. Donc ces éléments de configuration sont absolument nécessaires. Ce qu'il faut bien retenir dans ce slide, c'est que le build de l'application, on ne le fait qu'une seule fois. On le fait au moment où il pousse ça sur le Git, dans une branche spécifique, et on a un Git flow spécifique derrière. Et à partir de ce moment-là, on promeut donc l'image de la dev vers la staging et l'image de la staging vers la prod. C'est-à-dire qu'à un instant T, on est sûr d'avoir la même version de l'applicatif et du code qui a été déployé, qui run sur l'ensemble des environnements. OK ? Allez. Donc ça marchait, et ce que je vais montrer jusqu'à présent, ça marchait sur Jenkins, et avec une approche complètement automatisée au travers d'un pipeline Jenkins. Est arrivée la problématique de l'obsolescence dont on a parlé tout à l'heure. On s'est dit, Tekton, ok. On va juste expliquer ce qu'est Tekton, pour que tout le monde comprenne de quoi on parle. Oui, merci Alexandre. Alors, effectivement, parce qu'on a beaucoup parlé, on a dit Tekton, mais en fait, on n'a pas vraiment dit qu'est-ce que c'était. Hein. Donc, nous, on a fait comme tout le monde. Hein, au début, on nous a parlé de Tekton, hein, quand on a travaillé avec les gens de FG Tech. Bon, toi, tu m'as dit, ouais, Tekton, je connais, c'est un Pokémon, il y a Pikachu, il y a Flaremesh, il y a Tekton. Voilà. Non. Ouais. C'était pas ça, je pense pas que c'était ça. Non, c'était pas ça. Donc voilà, donc effectivement, on a cherché un petit peu, et ça vient en fait du grec ancien, ça veut simplement dire le charpentier, et c'est ça, c'est-à-dire que c'est un framework qui va nous aider à faire notre plateforme, à créer notre plateforme de CI/CD, hein, Continuous Integration, Continuous Développement pour ceux qui ne savent pas. Et voilà, la particularité de Tekton, c'est qu'il est natif Kubernetes, donc il va vraiment se baser sur l'ensemble des composants Kube. Donc on peut parfaitement penser que dans n'importe quel environnement où on peut faire tourner un Kube, que ce soit du cloud public, du cloud privé, ou même des environnements hybrides, Tekton sait fonctionner, quoi. Voilà, donc ça c'est un des avantages qu'on a de Tekton. En termes de gouvernance, hein, il est régi au sein de ce qu'on appelle la Continuous Delivery Foundation, la CDF. Voilà, ça assure simplement son indépendance. Hein, c'est pas un éditeur de logiciel qui a derrière. Tekton est complètement indépendant, et puis ça assure aussi la pérennité par rapport à l'évolution du logiciel pour plus tard, quoi. En termes d'intégration dans OpenShift, donc on a ce qu'on appelle OpenShift Pipeline, donc c'est le nom qui a été rebrandé, on va dire, par Red Hat. Donc il y a une forte intégration de l'outil dans Red Hat, dans la console OpenShift, hein, on le verra un petit peu plus tard dans la démo, mais effectivement Red Hat a vraiment beaucoup travaillé là-dessus, et ça donne vraiment beaucoup plus de puissance et de souplesse à la solution quand on utilise OpenShift. Par rapport à donc Tekton, ça utilise quoi? Donc c'est vraiment un langage qui est très déclaratif, donc c'est basé sur des custom ressources, hein, en termes cube. Donc c'est vraiment des fichiers YAML, hein, qu'on décrit. Il y a beaucoup de texte, hein, et ça permet de décrire vos pipelines, vos tâches, etc., les triggers, les events. Donc c'est vraiment ce qui est au cœur de Tekton. Alors, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Maintenant, Tekton, pourquoi dans notre contexte? On va essayer d'expliquer un petit peu les fondamentaux en fait, du choix final que l'on a fait, et vous expliquer en quelques phrases en fait, dans quel sens on a voulu s'orienter vers Tekton. Donc effectivement, après la réponse, hein, il n'y a vraiment pas de mystère. Pourquoi Tekton? C'est effectivement parce que ça répond à nos besoins, hein. C'est aussi simple que ça. Donc on a effectivement dit nos objectifs, qu'on a travaillé, on a réfléchi à des solutions. Voilà, c'est celle qui matchait l'ensemble de nos prérequis et qu'on a discuté précédemment. Voilà. Donc on peut un petit peu plus dans le détail. Donc la meilleure intégration native à Kubernetes, ça veut dire quoi? C'est simplement le ramp-up, effectivement, puisque encore une nouvelle technologie, apprendre, etc. Là, l'avantage, c'est que comme c'est basé sur Kubernetes, que dans les équipes, on connaissait quand même bien, il n'y a pas un nouveau langage à apprendre. C'était quand même quelque chose qui était intéressant de pouvoir aller là-dessus. Voilà. L'alignement avec la stratégie Red Hat, donc c'est tout simplement qu'il y a un support qui est fourni par Red Hat, hein, donc dans la licence OpenShift, on a un support qui est déjà intégré, donc on n'est pas tout seul. On a quand même l'éditeur qui est derrière nous en cas de souci. Et il faut aussi savoir que Tekton a une communauté vraiment importante qui permet de développer des extensions. Voilà. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui a été pris en compte lors du choix, quoi.
La partie agnostique aussi quelque chose d'important, puisque en fait Tekton n'est vraiment pas dépendant d'une technologie sous-jacente. Il peut faire fonctionner tout et n'importe quoi. Donc moi je prends surtout l'exemple qu'on a dans Jenkins, puisque bon voilà, vous avez du Groovy, vous devez intégrer vos slaves Jenkins, etc. Pour chaque technologie, bon voilà, ça devient un petit peu contraignant. Là, l'avantage c'est que vous pouvez faire tourner du .NET, du Java, du Ruby, ce que vous voulez. Du Python. Ou ouais, du Python également. On le fait en Python en fait. Nous on aime Python, mais voilà, chacun est libre, on va dire. Mais voilà, en tout cas, vous pouvez faire tourner ce que vous souhaitez. On est vraiment agnostique, on n'est pas lié à une technologie, on peut faire tourner ce qu'on souhaite. Meilleure stabilité, meilleure mobilité, bon, vous avez compris, hein, voilà, on a vraiment gagné en performance, notamment ce qu'on avait par rapport à OpenShift 3 et Jenkins. Donc on a vraiment gagné par rapport à une performance globale par rapport à cet outil. Donc ça, c'était vraiment bien. Et enfin, la démarche DevSecOps et le GitOps, on en a parlé, hein, donc c'était quelque chose qu'on voulait promouvoir. Donc cet outil nous a aussi permis de rentrer là-dessus, quoi. Je te propose de faire une petite démo. Voilà. Allez, on y va. Si vous voulez bien, hein, si ça vous dit. Ok. Donc on a demandé à nos petits développeurs de faire un jeu un peu sympa. Bon, il se reconnaîtra dans la salle. Bon, voilà. Après, je ne vais pas commenter l'habileté que tu as et la dextérité à ce jeu. Hein. Ceci étant, je pense qu'ils ne sont pas venus me voir jouer en fait. Ouais, donc j'ai essayé de faire assez vite, mais j'ai fait juste une petite boulette, c'est-à-dire que j'ai réussi à gagner un truc que je n'avais pas prévu. Ouais. Donc c'est un tout petit peu plus long que ce que je pensais à la base. Par contre, les couleurs, elles sont quand même moches. Ouais, elles sont pas très jolies, je te l'accorde. Donc voilà. De ce que je te propose, Alexandre, c'est qu'on va changer les couleurs. On va faire quelque chose d'un peu plus sympa. Donc on a pris notre éditeur favori, hein, donc on a été de notre corde et puis on s'est dit tiens on va changer un petit peu les couleurs pour avoir quelque chose d'un peu plus sexy. C'est pas très compliqué, on fait ça vite fait bien fait. Voilà, on va mettre un petit peu du monde des couleurs dans notre vie comme on dit et on va committer, on va pusher donc sur la branche de dev nos modifications pour que ça soit pris en compte. Donc, alors, vous noterez juste quand même que, comme un bel ops qu'il est, son outil préféré, c'est l'éditeur dans GitLab. Hein. Exactement. Donc, ça compile, ça marche, hein, Alexandre, hein, c'est ça que j'ai compris. Hein, donc, ta présentation, c'est bon, c'est fini. J'avais juste à faire ça et c'est bon. Ça marche, ça c'est ce que nous disent les devs en fait. Ça compile, donc ça marche. C'est peut-être un peu moins le cas aujourd'hui, hein, mais en tout cas, à mon époque, c'était le cas. Donc là, il vient de committer, il vient de pusher. Sur la branche de dev. Sur GitLab, donc. Hein, on en a un peu parlé tout à l'heure au niveau de la présentation donc, du pipeline en tant que tel. On a un Git flow particulier. Donc là, ce qu'ils font et ce qu'on fait, c'est qu'on pousse sur la branche de dev. Donc si on va voir un petit peu plus derrière un petit peu ce qui se passe, hein, derrière le rideau, sur le déploiement de notre application. Donc là, on a tourné sur la console OpenShift. Donc on voit qu'il y a un pipeline qui s'est exécuté automatiquement, hein, comme on disait. Donc il y a effectivement un système de webhook avec des listeners côté Tekton qui vont écouter, qui vont attendre un événement push. Voilà, un GitLab push et qui vont déclencher automatiquement le pipeline à chaque événement du dev. Donc on a effectivement quelque chose qui s'est créé. Si on va sur le pipeline, on voit qu'il y a quelque chose qui run, ça avance. Donc c'est notre application Node.js et avec plusieurs steps. Donc ça c'était tout notre pipeline qui est là et on a appelé ça démo Tekton. Voilà, c'était assez simple. Donc on fait une petite pause pour aller un petit peu plus dans les détails par rapport à toutes ces steps. Donc là, la première étape, on a une compilation de notre application. Donc on voit, il y a les coches vertes. Voilà, on récupère l'application. Donc on récupère ce qui a été poussé par Alexandre. Et le pipeline va se dérouler donc, de gauche à droite jusqu'au build de notre application. Donc là, vraiment, on compile l'application, Alexandre. Et ce qui est vraiment bien, comme on voit, c'est vraiment bien intégré à OpenShift, tous les éléments. Et on peut, par exemple, zoomer sur les logs et voir effectivement le step qui est de construire l'image. Ici, voilà, donc ça, c'est ce qui s'affiche. Donc on voit vraiment directement l'image qui se construit, quoi. Ce qui serait aussi bien, peut-être Alexandre, c'est qu'on voit aussi le déploiement de la version actuelle, comment ça se déroule. Avant de montrer en fait le déploiement de la nouvelle version et la finalité du pipeline en tant que tel, on a décidé donc de vous expliquer en quelques mots, et je te passe la main, sur comment le déploiement. Ça fonctionne aujourd'hui. Sur la version actuelle. Donc on a effectivement un déploiement config en termes Kubernetes, donc c'est-à-dire qu'on a notre projet qui s'appelle démo Tekton-dev, on a un environnement de dev.
évidemment. On a un applicatif, un service applicatif qui s'appelle Demo Tecton, voilà, qui est notre applicatif, ce qu'on a vu, hein, c'est le petit jeu avec le background en rouge. Ça tourne sur un pod qui est là, effectivement. Et ce qui est important de savoir, voilà, ce qui est important à retenir, c'est que c'est la version 23. Et on va voir tout à l'heure si la version va augmenter quand on aura mis à jour notre applicatif. Enfin, on l'espère, hein. Je pense que oui, mais on ne sait pas, quoi. On ne sait pas. Si, on sait. Il ne faut pas non plus prendre les gens pour des débiles. Mais si, on sait, puisqu'on a fait la vidéo. Mais revenons un petit peu au pipeline. Deuxième phase. Deuxième partie. Qu'est-ce qui se passe dans cette deuxième partie de pipeline, Alexandre? Alors, deuxième phase. Cette deuxième phase, en fait, si on fait, et si je reviens sur, encore une fois, la définition du pipeline que je vous ai présenté tout à l'heure, plus ou moins en détail, c'est la phase où on va injecter en fait des éléments de configuration spécifiques à chaque environnement. Donc dans notre cas ici, on va prendre des éléments de configuration spécifiques pour l'environnement de dev et on va l'injecter dans le déploiement de config que tu as présenté tout à l'heure. Par contre, pour qu'on puisse s'assurer que ce déploiement de config se passe correctement et que par rapport à ce que j'ai pu voir ce matin, effectivement, notre déploiement de config réagit sur un trigger de changement d'image, on copie effectivement aussi la nouvelle image qui a été buildée dans cette phase-là. Et en plus, on lance en parallèle de tout ça le scan de qualité de code du source qui a été buildé juste avant. C'est ça qu'on fait. Mais pour éviter les problématiques de déploiement intempestif, parce que l'image a changé et que notre déploiement de config a ce même trigger, ce que l'on a fait, c'est que derrière, on a fait en sorte, et vous le voyez ici, là, très rapidement dans la première étape, de mettre en pause le déploiement de config pour qu'on puisse en fait opérer l'ensemble des modifications dans le déploiement de config sans avoir de problématique de déploiement derrière. Une fois que ça c'est fait, on finalise en fait l'exécution du pipeline en tant que tel. Il y a une dernière étape qui est ce qu'on appelle l'étape finally dans la technologie Tecton. Cette dernière étape, elle s'exécute tout le temps. Que ça se passe bien ou que ça se passe mal, c'est l'ensemble des tâches qui se trouvent en fait dans cette dernière étape-là, s'exécutera. S'exécutera parce qu'on a besoin à ce moment-là de remonter les logs d'exécution à nos amis les développeurs pour qu'ils sachent ce qui se passe, pourquoi leur application s'est bien ou mal buildée. Ça, c'est le premier point. Et leur notifier que l'exécution du pipeline qu'ils ont lancé, sans vraiment le savoir, puisqu'ils ont juste poussé du code dans la branche dev, c'est bien terminé ou pas. Voilà pourquoi on a mis en place maintenant, et on en parlait tout à l'heure, Mattermost. Et on va aller voir ce qui se passe dedans. Ouais. Si on switchait directement du coup sur Mattermost, hein, donc on l'a dit, hein, c'est un slash-like hein, avec des channels. Et là, ce qu'on peut voir effectivement, c'est le résultat du pipeline qui vient d'arriver, donc avec des petites coches vertes hein, qui signifient que tout s'est bien passé, tout a bien fonctionné. On voit également la partie, comme tu disais, les variables d'environnement configuration qui sont également été modifiées, qui sont poussées avec succès. Et on voit aussi apparaître le log, qu'on pourra voir, le log de la compilation, qu'on va généralement voir quand ça se passe mal. Hein. Quand ça se passe bien, on ne va jamais le voir. Et voilà. Alors, ça compile, donc ça marche. Encore une fois, moi je le crois que quand je le vois en fait. Hein. Donc t'es pas sûr. Ouais. Donc si on revient sur notre déploiement config, effectivement on voit qu'un nouveau pod vient d'être lancé, hein, qui va remplacer notre ancien pod avec notre ancienne version au niveau de notre applicatif Demo Tecton. Et miracle, la version elle est passée de 23 à 24, c'est merveilleux, c'est la magie de Cube. Et donc tout fonctionne. C'est pas la magie de Cube. C'est notre magie, c'est parce qu'on a réussi à le faire marcher correctement. C'est ça. Ça marche pas tout seul. Okay, il y a pas mal d'efforts, il y a pas mal de travail derrière. Donc voilà, donc là ça marche. Donc Alexandre, là j'ai mon applicatif et je comprends pas, c'est encore rouge là. Qu'est-ce qui se passe? Moi j'aimerais bien savoir. C'est plutôt moi de te poser la question en fait. Hein. C'est toi le maître des clés. Ouais, c'est vrai. Je te propose de rafraîchir simplement l'applicatif. Il faut simplement rafraîchir l'applicatif. Et là, un miracle. Effectivement, les couleurs ont changé. On a un jeu un peu plus sympa. Et on a pu du coup pousser notre modification. Je confirme, c'est tout de suite un peu moins moche. Okay, c'est pas terrible quand même, mais c'est un peu moins moche. Ok, donc voilà pour la partie démo. Pour conclure, et on est carrément dans les temps, à moins que le machin ne soit pas déclenché au bon moment, j'en sais rien. Mais on est carrément dans les temps, on est pas mal. Pour conclure, Tecton, c'est un outil absolument phénoménal, génial, pour un tech, soyons clairs. Il est puissant, il est flexible, on arrive à faire ce qu'on veut, on arrive à faire vraiment ce qu'on veut derrière. Par contre, comme tout outil extrêmement puissant, il nécessite vraiment une phase, pour le coup, de conception amont du pipeline et de ce que vous voulez en faire,
relativement conséquente. Il ne faut pas se lancer dedans sans avoir réfléchi un petit peu avant de la manière dont on veut le faire, comment on veut gérer les paramètres, quel type de sortie on veut avoir en sortie de chaque tâche, comment est-ce que je vais gérer les erreurs, comment est-ce que je vais récupérer les logs. Toutes ces questions, il faut absolument se les poser en amont pour pouvoir le gérer correctement. Pouvoir le gérer correctement et surtout pouvoir le gérer de manière à peu près homogène. Parce que là, vous ne l'avez peut-être pas vu, vous ne l'avez peut-être pas perçu, mais chaque tâche, en fait, est autonome. Chaque tâche, sur le principe dans Tekton, si on a besoin de la réutiliser ailleurs dans un autre pipeline parce qu'on a besoin de faire la même chose, bah, la tâche, on la prend, on la colle et on l'orchestre dans un autre pipeline comme on veut. Par contre, pour que ça marche, il faut que, vous ayez un bon niveau de documentation de cette tâche pour savoir quel type de paramètres elle prend en entrée, quel type de sortie elle vous fournit et quel détail de l'action elle mène pour que ça puisse fonctionner nominalement. Ça amène par contre de la souplesse d'un point de vue maintenabilité. Pourquoi? Parce qu'une tâche égale un fichier YAML égale un ensemble de scripts qui s'exécutent sur cette image et derrière chaque tâche, il y a une image Docker spécifique qui tourne. Vous pouvez choisir celle que vous voulez et c'est là, et ça rejoint la flexibilité aussi. Mais il faut bien on peut la modifier et à partir de ce moment où on la modifie, on peut cascader en fait sans trop de difficultés ces modifications à l'ensemble de tous les pipelines qui l'utilisent. Donc ça amène en fait une vraie souplesse dans la maintenabilité. Mais on est en approche pour le coup très dev quand on fait du Tekton. On ne manipule que des fichiers de description de ce qu'est la tâche. C'est que des fichiers YAML, donc on est en mode dev. On est en mode dev, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut quand même changer nos paradigmes de travail, il faut qu'on change nos méthodes de travail autour de cet outil, il faut qu'on se mette en mode dev et non plus en mode ops. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer d'éviter ce que l'on faisait avant, qui était de modifier directement ce qui ne marche pas ça pour n'arrive être jamais, vite et rapide ça, et puis franchement. faire machin, directement dans la console OpenShift, sans répercuter ça dans les fichiers YAML qui sont stockés dans le Git. La vérité de ce qui s'exécute est dans Git. Donc ça nous oblige à passer systématiquement par Git. Ça c'est une bataille. C'est une bataille pour tout le monde, même pour moi. Il faut vraiment prendre le temps de bien s'organiser pour pouvoir travailler dans une approche complètement Git. Mais on est prêt maintenant. On est prêt, à le déployer et à déployer en fait le pipeline qu'on vous a montré de manière industrielle. Parce qu'on va avoir une approche GitOps aussi dans le mode de déploiement de Tekton et du pipeline Tekton qu'on vous a montré. C'est des fichiers YAML, c'est du cube, c'est une ressource cube. On le met dans GitOps. GitOps, c'est quoi? C'est Argo CD. On en a parlé un petit peu aussi déjà ce matin. Ça se déploie automatiquement. Parce qu'il faut savoir que sur les 70 applications, juste pour donner un petit peu de chiffres et de contexte à tout ça, une application, c'est en moyenne 2 à 3 services. D'accord? Un front, un back à minima, puis peut-être un autre service ou un autre front d'administration. Enfin bref. C'est en moyenne, chez nous, c'est à peu près 2 à 3 services. Derrière 2 à 3 services, on a à chaque fois un pipeline. Un pipeline lié à ce service-là. Donc multiplier 70 applications par 2 à 3 pipelines, incluant les pipelines de déploiement, staging et prot, etc. Je vous laisse faire le calcul, mais on arrive à plusieurs centaines en fait, de pipelines à gérer, à manager et à assurer en termes de maintenance opérationnelle pour pouvoir le faire évoluer et le faire évoluer de manière industrielle. Donc là, on passe en mode GitOps. Et donc on se prépare maintenant à partir dans l'étape suivante, qui est de se dire, OK, on a fait un beau pipeline, c'est du CI/CD. Okay. Les puristes me diront, je le dis honnêtement, ouais, mais là, tu as fait un pipeline, il mélange la CI, il mélange la CD. Oui, c'est vrai, on est d'accord, il mélange les deux. Mais on n'était pas prêt à vraiment faire la scission entre la partie CD, CI, tout ça. On a repris un petit peu l'équivalent, il a fallu qu'on apprenne Tekton. Maintenant, on est prêt. C'est l'avenir, donc ça, on va c'est y aller. l'avenir. C'est l'avenir, c'est effectivement, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est l'infini et puis c'est l'au-delà, donc c'est la migration vers une approche totalement GitOps. Ouais, tout à fait. Alors, il nous reste 10 minutes. Ça me laisse largement le temps de vous remercier tous, de remercier aussi FG Tech pour l'organisation de cet événement, de nous avoir permis aussi de partager ça avec vous. Je remercie aussi particulièrement l'équipe qui est dans la salle. Donc Juliette et Carmel. Damien, c'est déjà fait. Et merci à tous. Et les questions, on a le temps. On vous écoute. Il n'y a pas de questions, on a été très très clair, ça doit être ça. Ouais, super clair.
Bonjour, merci pour la présentation. J'aurais deux questions. Vous avez parlé d'un outil pour migrer les workloads, un outil fourni par Red Hat, c'est lequel? Et ma deuxième question, c'est aujourd'hui les développeurs n'accèdent pas du tout à OpenShift en fait. Alors, je vais te laisser la première question et je prendrai la deuxième. Alors, pour la première question, on utilise un outil fourni par Red Hat qui s'appelle MTC, je crois. Pour être honnête, je rechercherai le nom, mais c'est un outil fourni par Red Hat qui permet de faire ça. C'est pour Migration Containers. Je ne me rappelle plus. Juliette, tu es en tête? Non, ouais, je sais pas. Mais je ne me rappelle plus. En fait, on a fini de migrer en fin 2022, donc on a oublié aussi vite l'utilisation de cet outil que ce qu'on a fini de migrer, quoi. Donc, je vous le dirai ça. Je te le donne. Et je ne me rappelle plus la deuxième. Tu peux rappeler? Est-ce que les développeurs ont une interaction directe avec OpenShift? Non, effectivement. Donc, dans notre approche, c'était vraiment les développeurs, on avait le moins d'interaction possible. Donc, on a vraiment la porte d'entrée uniquement pour les développeurs, c'est GitLab, c'est le code source. Voilà, on s'arrête là, puisqu'on là, on voit que tout est automatisé, tout est fait. Donc, on n'a vraiment pas besoin d'avoir plus de droits, plus ou moins. Ça dépend effectivement les équipes. Mais ils ont quand même accès en visio, effectivement. Donc ils n'ont pas accès aux paramètres des différents stages? Si. Non, ils n'y ont pas accès dans le sens modification du terme. Ils peuvent les voir. Ils peuvent voir ce qui a été déployé. Ils peuvent voir comment ça marche. Ils peuvent voir les logs aussi qui tournent, des pods, etc. Ils peuvent voir tout ça. Par contre, ils n'ont pas la capacité de le modifier. On ne leur donne pas cette capacité. Tout ça, c'est géré au travers du pipeline. Et s'ils ont des modifications d'environnement, de variables d'environnement, ou de pousser des config maps particuliers, ou des choses spécifiques à faire, ça passe au travers de notre pipeline. Et ils modifient ça directement dans Git. Ça nous permet, et ça leur permet à eux aussi, d'avoir une traçabilité complète des modifications, des configurations qu'ils font pour que ça finisse par marcher. Ok, merci. Je crois qu'il y avait une deuxième question derrière, juste derrière. Ah, bah non, devant. Bon, bah non, derrière. Okay. Oui, moi j'avais une question par rapport à votre injection de configuration en fonction des environnements. C'est quelque chose qui est mis en place par OpenShift ou c'est quelque chose d'interne, plutôt lié aux variables d'environnement sur GitLab ou autre chose, un Vault Alors c'est une très bonne question. Non, c'est complètement spécifique au pipeline. C'est la première chose. C'est quand même lié à OpenShift dans le sens où on utilise toutes les mécaniques d'OpenShift pour pousser des éléments de configuration spécifiques. Donc c'est injecter des variables d'environnement avec des valeurs particulières. C'est pousser des config maps, donc des fichiers et ou des informations directement au travers des config maps de Kubernetes. C'est aussi donner la capacité, on n'en a peut-être pas trop parlé, mais de pouvoir setter aussi par eux-mêmes le health check directement sur les pods, de telle manière qu'ils aient le health check qui soit déployé aussi. Et tout ça, ça se fait au travers d'une structure de fichiers, de répertoire qu'on délivre et qu'on livre lorsqu'on leur donne l'accès à l'application et à l'espace applicatif de développement qu'on leur met. Donc ils ont des répertoires dans lesquels il y a des fichiers, ils modifient les valeurs dedans, c'est standardisé, ils font ce qu'ils veulent dedans, et à partir de là, le pipeline va les lire et injecte tout ça de manière dynamique et automatique. Ok, merci. Une autre question. Merci pour le retour d'expérience. Moi, j'avais une question sur l'adaptabilité du pipeline pour les développeurs. Est-ce que c'est un pipeline qui est pour tous les projets ou finalement ils viennent prendre les briques qui sont les tâches que vous avez décrites et les adaptent à leurs besoins? Non, c'est le même pipeline pour tout le monde. Si ça... Quoi? Oui, alors pour tout le monde, mais adapté effectivement pour une stack technique définie. On ne compile pas du Java et on ne le déploie pas de la même manière que du Node. Donc on a des pipelines spécifiques pour chaque stack technique. Par contre, c'est pour tous les mêmes. Quand vous venez taper chez nous et vous vous dites « Ok, j'aimerais faire une application, elle a un front en Node et un back en Java », on vous fournit la stack Node, on vous fournit la stack Java, on vous fournit les pipelines associés à chacune des stacks, et c'est ceux-là que vous utilisez. Il n'y a pas de... On ne donne pas la capacité de les modifier. Donc non, les devs ne peuvent pas faire l'adaptation du pipeline en tant que tel. À ça, il y a plusieurs raisons.
juste pour expliquer pourquoi. Mais ça rejoint quand même l'approche de standardisation qu'on a évoquée dans les objectifs initiaux de la plateforme. Plus on standardise, plus c'est facile à maintenir. Plus c'est facile à maintenir, moins ça coûte cher. Et on arrive au travers de ça aussi à gérer au mieux aussi les problématiques d'obsolescence logicielle associées. Parce que c'est un environnement qui, enfin, pour ceux qui font du cube, ils savent très bien que ça bouge très très vite. La rapidité de modification des environnements est assez conséquente. Donc si on laisse faire tout et n'importe quoi en fait, dans ce type d'environnement, je ne dis pas que c'est pas bien, hein, il y en a qui le font, hein, et ça se passe, mais c'est quand même bien plus complexe pour les équipes opérationnelles comme nous, après de le maintenir et surtout de le faire évoluer pour suivre la tendance associée. Merci. Bonjour, merci pour la présentation. J'avais deux questions. Pourquoi est-ce que vous avez prévu d'utiliser des M-charts pour les déploiements des applications dans le futur? Et est-ce que vous avez prévu aussi de gérer les network policy dans Tekton? Et est-ce que c'est fait? Alors oui, effectivement. Donc pour le futur, donc on l'avait dit, hein, Alexandre l'a dit, hein, on va partir sur Argo CD comme solution de GitOps. Donc on va effectivement partir sur du M-chart. Donc on a les approches à du customize ou le M-chart. Donc nous on va plutôt partir sur du M-chart pour la puissance de l'outil de templating. Donc ça, effectivement, pour répondre à ta question. Et la deuxième question sur Network Policy. Donc c'est déjà le cas. Effectivement, on a déjà du Network Policy déjà en place sur la partie OpenShift 4 pour ségréguer les environnements. Et je pense que ça fera partie effectivement de ce qui va être fait dans Helm. Et dans... Sur la partie Network Policy, hein, juste pour être clair, nous aujourd'hui on utilise donc la licence OpenShift Plus, d'accord, qui dans son package fournit un outil qui s'appelle ACM, donc Advanced Cluster Management, qui lui donne la capacité en fait de pousser et d'automatiser aussi le déploiement de ces Network Policy. Donc on peut soit faire de l'Argo CD, soit on passe par de l'ACM en fait. Une autre question? Merci pour la présentation. Je n'ai pas bien compris pourquoi vous ne l'avez pas fait avec GitLab CI et GitLab CD. Nous, on a un peu la même genre de pipeline que vous. On a fait en CI/CD. Alors, ça a été laborieux aussi, hein, mais de ce que je comprends, c'est laborieux aussi dans Tekton. Donc, quel est vraiment le... J'ai pas compris la plus-value vraiment de Tekton par rapport à d'autres solutions. Alors effectivement, donc c'est une très bonne question. Hein. Donc GitLab CI, GitLab CD, on l'avait évoqué au début, hein, donc vers les débuts de la plateforme en 2018. Donc c'était assez simple, c'est-à-dire qu'on avait mis en place un pipeline qui fonctionnait sur la GitLab CI, GitLab CD, et on a eu des tests de pénétration, hein, des tests de sécurité, et on s'est fait trouver, tout simplement. La question était simple, c'est-à-dire que les testeurs ont réussi à prendre le contrôle sur un projet GitLab, à exécuter du code dans notre cube, et comme effectivement la sécurité c'était quelque chose qui était primordial pour nous, on a dû réfléchir à quelque chose d'un petit peu moins exposé, puisqu'on est quand même expose nos services, et donc on a trouvé cette alternative pour permettre effectivement d'avoir, comme on l'a dit, il y a vraiment le front qui est GitLab, donc le code source est vraiment contenu dans GitLab, et on va exécuter tous nos pipelines, tout ce qui va s'exécuter va derrière via des webhooks où il n'y a aucune communication entre les deux mondes, et on a cette forme de ségrégation, on va dire, physique, hein, là-dessus. Après, effectivement, c'est un choix qu'on a fait. Tekton, c'est pas peut-être mieux ou moins bien que GitLab, mais en tout cas, voilà, ça nous permet, nous, de partir là-dessus, d'être tous ces avantages qu'on a cités de Tekton. Donc, ça peut permettre aussi de pas forcément, parce que GitLab, c'est pareil, il faut apprendre, c'est une syntaxe particulière, etc. C'est toujours pareil. Donc voilà. Donc nous, on est parti là-dessus comme choix. Je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Alexandre, par rapport à ça. Non, je pense que tu as tout dit. Ce qu'il faut vraiment retenir, en fait, c'est que le GitLab qu'on nous fournit, il est Internet facing en fait. De facto, on est extrêmement regardé par la sécurité, et le moindre souci qu'on pourrait avoir, il fallait l'éliminer en fait. Donc on a éliminé GitLab CI et on a pris Tekton. Tekton ou Jenkins à l'époque. D'accord. Ok, merci. Y a-t-il d'autres questions? Est-ce qu'il nous reste... Je crois qu'on peut avoir encore 2 minutes. Oui, voilà. Il me semblait que monsieur il a levé la main depuis tout à l'heure. Hein, il voulait parler des questions. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation.
La question que je vais avoir, c'est aujourd'hui, les pipelines sont définis donc par des fichiers, donc des CRD, donc des YAML pour OpenShift. Ils sont poussés dans les projets des développeurs. Ça veut Non. dire que... D'accord. Non. Alors comment du coup un projet, en gros je suis développeur, j'arrive chez vous, j'ai une petite application à faire. Comment est-ce que je fais en gros pour intégrer les pipelines Tekton que vous avez fait à mon projet? Vous les intégrez pas. D'accord. On vous les fournit. Vous les utilisez, c'est Alors, tout. nous- me Il les n'y a pas fournir- d'intégration. Me les fournir, c'est-à-dire Alors, j'explique le process peut-être. Merci. Ouais, pas de souci. Vous venez, vous avez un besoin de développer une application. Vous avez une idée de l'architecture logicielle de cette application. Vous dites, j'ai besoin, j'en ai déjà un peu parlé, mais j'ai besoin d'un front en Node et j'ai besoin d'un back en Java. J'ai besoin d'une base Mongo. Voilà, d'accord ? À partir de là, nous, ce que l'on fait, c'est qu'on a un script d'automatisation qui setup l'intégralité de toute la chaîne, y compris le setup en fait, du Git associé. Donc on crée l'environnement Git associé, on crée le projet dans Sonar parce qu'on fait du Sonar dessus, on crée la partie pipeline de chacune de ces stacks associés. La partie Mattermost, on crée la team à l'intérieur qui est du nom de l'application dans lequel on va trouver un channel pour chacun des services pour avoir le suivi, le retour de l'exécution du pipeline associé. Tout ça, c'est automatisé. Donc ce qu'on vous livre au bout du bout, et ce que vous voyez vraiment, c'est quelque chose qui est déjà complètement setupé, prêt à fonctionner. À partir du moment où vous poussez votre code sur la branche dev, en suivant le git flow qu'on a défini, ça build, ça se déploie. Voilà. Après, il y a des règles à suivre, hein, ça doit écouter sur le port 80-80, etc. Blablabla. Il y a un minimum de choses à maîtriser. Une fois que c'est maîtrisé, vous faites votre vie. Par contre, vous faites la vie qu'on vous donne. Donc ça veut dire que tout ce qui est versionné, que vous avez dit, qui est versionné pour la partie pipeline et version Ops, quoi, est dans un autre guide que les guides des développeurs. Ouais, Ok. tout à fait. Ça, c'est un guide qui est qui est le nôtre, hein, qui est celui sous notre responsabilité, que l'on gère nous, et que les développeurs sur lesquels ils n'ont aucune prise, aucune vue même. Donc c'est de notre côté. Ouais. Ok, merci. On arrête ? Allez, on arrête. Ça va. Merci encore.